On va passer la parole à Monsieur Micheletti qui va nous parler de ses exploits en tant qu'ultramarathonien et de sa gestion du sommeil et de sa gestion de la sieste avec ses différentes expériences. Bonjour. Alors moi je vais rebondir un petit peu sur Monsieur Fraisse. Moi j'avais le problème contraire à vous, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas faire de sieste. Je fais la double négation parce que mes origines font que si je n'avais pas fait la sieste, je ne retournais pas au pays. Étant d'origine corse, ça m'aurait posé quelques problèmes. Voilà, donc c'est bienvenu que je parle de la sieste pour le coup, Eric. Très brièvement, donc je suis ce que l'on peut appeler un sportif de l'extrême, du même ordre que les apnéistes extrêmes, que je pense aux alpinistes aussi, aux apnéistes, aux alpinistes, tous les gars qui font un peu des trucs qu'on qualifie de légèrement fous, dingues. Alors moi j'ai une particularité, je m'assimile plus à un hamster, parce que mes courses sont principalement des courses d'endurance, alors que ça soit dans ce cas-là c'était principalement dans la course à pied depuis plusieurs années, ou sinon du cyclisme sur piste principalement, mais potentiellement aussi en réalité virtuelle sur home trainer. Donc il y a un quota de sportifs assez cinglés là qui pratiquent ce type de sport. Nous on appelle ça plutôt des aventures. Et ma spécialité, donc 6 jours, 6 nuits, les meilleurs du monde dorment très très peu. On est en privation lourde de sommeil, ça c'était le constat. Ce ne sont pas forcément les plus rapides qui gagnent, on reste des compétiteurs farouches, c'est pas de la balade. Et à ce titre-là, donc on cherche tous un petit peu à acquérir de la connaissance et à savoir comment on va pouvoir être parmi les meilleurs. Au bout de 4 ans et demi de pratique, j'avais un niveau, j'étais dans les 4-5e mondiaux, sur recensé 200 qui pratiquaient, 200 qui étaient bons par ailleurs dans d'autres disciplines, mais qui étaient dans cette discipline du 6 jours. Particularité, c'était sur des circuits d'1 kilomètre, on tournait en rond pendant 6 jours, 6 nuits, un petit peu dans plusieurs contrées du monde. Je sais, c'est peut-être psychiatrique aussi. Donc voilà, donc il y a peut-être des paramètres d'estime de soi, mais je ne rentre pas trop dans la psy à ce niveau-là. Donc je vais rester dans le sportif, dans l'aventure. Et au bout de 4, il m'est arrivé une aventure à Athènes. Je suis resté pendant 4 ans dans deuxième, troisième, et un jour je me suis dit, on m'avait surnommé le poulie dehors d'Antibes. Ça m'avait un tout petit peu vexé, bien que j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Je dis quand même, Mika, il va falloir gagner une fois dans ta vie. Et donc je me suis dit en 2000, je crois que c'était en 2010, oui, je suis parti à Athènes, et alors j'ai dit Veni Vidi Vici à Athènes, ce qui est un peu paradoxal. Et donc j'ai battu le meilleur français de l'époque, Christophe Laborie, qui avait un score à 805 km. Moi j'ai fait 811 à Athènes, mais c'était sur 6 jours, mais la course en comportait 7. Le 7e, j'ai moins couru, et donc j'ai gagné. Cette année-là, j'ai gagné à Athènes, ce qui m'a fait un petit nom dans le système, ce qui est intéressant pour mes sponsors. Il y a même des sponsors dans ce genre de trucs. Il en faut. Et donc à ce titre-là, j'ai quand même eu un épisode un peu sensible. Et ça a été le déclencheur pour rencontrer et faire les choses un peu plus sérieusement sur le bien-être et la santé, parce qu'on n'est pas comme je suis papa, hein, j'ai quand même une responsabilité par ailleurs. Donc je me suis dit, on ne va pas faire ça n'importe comment et à n'importe quel prix, malgré nos égos surdimensionnés. Ceci dit, j'ai eu cet épisode à Athènes qui a été, au bout du 5e jour, je crois, avoir l'impression de ne plus avoir envie de dormir, justement, d'être un surhomme, enfin, un truc un peu dingue, avec une grande lumière devant les yeux. Mais je pratiquais pendant les jours précédents un peu n'importe quoi, c'était des cycles, je m'arrêtais, je dormais, paf, je repartais, c'était pas cadré, quoi. C'était vraiment permettez-moi l'expression un peu familière, c'était un gros foutoir. Voilà. Partant de là, je suis rentré, ça m'a fait un peu réfléchir, un peu peur. Malgré tout, le compétiteur était là, je n'ai pas voulu arrêter. Je me suis dit, en fait, le critère clé, c'est le sommeil. Donc il faut que je comprenne ce truc-là. On est tous persuadés dans le sport que c'est la nutrition, on est tous axés, les apnéistes, eux, c'est la dette d'oxygène, nous, c'est la dette de sommeil, nous, notre critère clé.
Donc bien sûr qu'on a un aspect nutrition, mais c'est vraiment pour être un bon coureur à pied, dans ce type de discipline, ou un bon cycliste de l'extrême, c'est en fait le meilleur gestionnaire de sommeil. Et je ne dis pas celui qui se prive le plus. La notion est là. Je vais prendre une petite image, on en parlait avec Eric, sur la sécurité routière. En fait, ce que j'ai bien compris dans la discipline, c'est quand je partais dans cette espèce de somnolence, on en parlait tout à l'heure dans la sécurité routière, celle qui fait qu'on risque de prendre le rail, en fait, c'était devenu mon indicateur. Donc à ce titre-là, c'est pour ça que je prends la sieste dans, enfin, à limite, moi je dirais, quel que soit le domaine, c'est sûr qu'il y a la culpabilité. Alors moi, beaucoup moins, hein, monsieur, vous l'aurez compris. Donc sur les expériences, on est en Antibes en 2011, j'avais 6 jours. Alors on avait une complexité, c'était être équipé d'électrodes et d'éléments en transport sur 6 jours avec la transpiration. Le soleil à Antibes, on avait mesuré des 45-50 degrés au soleil. Donc c'était très complexe pour faire tenir les appareils. J'ai dit, Eric, comme je suis cinglé, je vais aller jusqu'au bout du système. On va faire ça sur tapis de course. Est-ce que tu es partant? Eric m'a dit, écoute, oui. Moi, j'avais besoin de collecter l'information pour la traiter, pour devenir meilleur et comprendre tout ça. Alors, on est passé par une phase préliminaire. Moi, je voulais acquérir de la connaissance, en tout cas collecter l'information. Donc, agenda du sommeil, actimétrie préalable, plusieurs mois auparavant, et découverte de quelque chose que je ne connaissais pas, ce qu'on appelait des ports du sommeil, c'est-à-dire des moments propices à l'endormissement. Mais j'étais toujours dans un cycle, dans ma tête, je me disais, les prochains 6 jours, je les attaquerai avec un cycle que j'avais identifié d'1h30, voilà, me disant que ça allait marcher comme ça, en faisant des cycles d'1h30 très courts. Très peu, pardon. Il s'est avéré que sur ces premiers 6 jours tapis, nous étions 2 coureurs pour avoir 2 sujets, avoir des réactions différentes, sachant que je voulais établir de toute manière un record du monde de la même manière que les coureurs qui étaient sur la route et sur le même circuit d'Antibes. Il y avait la course en parallèle à Antibes et moi j'étais sur tapis avec mon collègue. Et toutes les électrodes, comme on peut le voir sur la photo du haut. On a, en fait, les 3-4 premiers jours, je continuais à dormir comme l'année précédente à Athènes, c'est-à-dire que j'avais imaginé partir faire des cycles et dans les portes de sommeil, ces fameux moments propices. Au bout du 4e jour, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. J'ai commencé à muter, si je puis employer le terme, et je me suis mis à naturellement choisir des moments clés de manière volontaire, intuitive, je pourrais dire, animale, pour aller dormir. Et en fait, je m'endormais quasiment moins d'1 minute, je faisais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et je me relevais systématiquement sans aucune aide, alors qu'avant, il fallait me treuiller pour me sortir du lit qui était juste à côté. On le voit aussi sur une des images. Donc, partant de là, on a analysé qu'avec Eric, j'ai fait des performances tout aussi bonnes, moins fatiguées, avec ce que j'appelais moi des micro-siestes, on appelait ça des sommeils flash avant dans la littérature par rapport aux navigateurs. Souvent, on a apparenté, je fais juste une petite digression, on a apparenté mon effort à ceux des navigateurs et les gens faisaient des corrélations. Moi, je peux témoigner, ce n'est absolument pas comparable. Le navigateur a un risque vital. Moi, sur un tapis, le risque vital, à part tomber du tapis, bon, peut-être me fracasser le crâne, hein, bien qu'il soit dur, mais je vois, c'est pas le même risque, psychologiquement. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est qu'on est en endurance, en aérobie, donc une endurance modérée avec quand même une dépense calorique qu'on avait mesuré un peu plus de 15 000 kcal par jour. Lui, le navigateur, est quand même confiné, est quand même dans un espace, voilà, il y a un risque vital, en tout cas mental. Moi, c'est une fatigue physique extrême. Tous les systèmes de l'organisme sont fatigués parce que, voilà, on transpire, système rénal, hépatique, tout est, on est cuit. Donc, on a constaté que sur les 2 derniers jours, je récupérais mieux et je faisais un kilométrage qui avait tendance à augmenter. On a même mesuré que je récupérais des paramètres dans d'autres études qui me faisaient récupérer beaucoup mieux grâce à ces siestes. J'ai des records du monde, mais ce que je considère être record du monde, en fait, je m'en fiche, c'est comme ça, c'est bien, je suis content pour mon fils dans le Guinness, c'est super. Papa, c'est le champion du monde. Mais ce qui m'a plu dans la démarche, c'est que j'ai pu faire 3-6 jours. En général, on dit dans notre discipline qu'on n'en fait qu'un par an. J'en ai fait 3 sur tapis à 6 mois d'écart, en 11 mois. Donc il y a eu celui-ci en Antibes en juin 2011. Pour moi, le record vraiment est là. Je les ai fait de la même manière, quasi avec le même kilométrage, donc 814 le premier, 816 le second, 822. Alors j'ai joué un peu comme Boubka à l'époque à la perche pour jouer avec les médias.
ce qui me titillait un peu, et il y avait un professeur qui m'avait dit, coureur à pied, qui m'a dit, si le deuxième 6 jours, tu arrives à faire la même chose, je me coupe quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi. Il ne me les a pas encore livrés. Donc le deuxième 6 jours, alors là j'étais dans un espace totalement pas à l'air libre, on était dans une pièce de 30-40 mètres carrés, 2 tapis à côté toujours. J'étais pas content parce que j'avais pas énormément travaillé la donnée sommeil, parce que je la travaille aujourd'hui. J'ai appelé Martine Fressinet, la technicienne du sommeil, que j'appelle Maman Sommeil, c'était la dame qui me mettait, l'infirmière du sommeil, qui me mettait les électrodes. Et je lui ai dit, Martine, écoute, je suis pas content, je démarre cette épreuve, c'est un peu n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, ça va être à l'arrache. Bon, j'y vais quand même, maintenant je suis engagé, il y a la télé et tout, ça va être le BINS, mais tant pis. Et Martine m'a dit, Mika, t'inquiète pas, laisse faire ton organisme. Et je peux témoigner que sur ce deuxième 6 jours sommeil, à 6 mois d'écart, de manière mécanique, je suis directement parti dans ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Et on a mesuré, je crois que je faisais entre 7 et 8 plages de sommeil par jour, hein, Eric, on dirait ça. Et alors là, vous savez, le premier, c'était de la collecte d'informations avec une mutation en cours de 6 jours. Le deuxième, ça a été la révélation que j'avais animalement provoqué ça. Il y a eu un rappel et j'ai mis ça en route pour être performant et peut-être me protéger au titre de la santé. Et ça m'a apporté quelque chose. Une confiance en moi extrême. On parlait du monsieur qui avait tout à l'heure, la psychologue était intervenue pour l'endormissement. Lui avait un problème de pas se disant comment je peux m'endormir au plus vite et lutter. Tout. Moi, je suis totalement dans le contraire. C'est comment justement ne pas m'endormir pour pouvoir durer. Et en fait, cette confiance en moi m'a permis d'utiliser le sommeil polyphasique de manière mécanique et tout du long. Et j'ai terminé assez frais finalement ces 6 jours, sans séquelles, sans rien. En général, on a quelques bobos, mais ça reste passable. Je finirai sur le dernier 6 jours dans la même année. On a à la Cité des Sciences et d'Industrie l'ancienne ministre, Madame Claudie Hénieré, qui souhaitait un événement un peu particulier. Et moi, j'aime bien un petit peu la plaisanterie à travers ces épreuves, parce qu'on ne se prend pas au sérieux malgré tout là-dedans. J'ai dit, cette dame-là, elle a été voyager dans l'espace. Moi, je vais lui proposer de ne pas voyager dans l'espace, mais dans le temps. Donc, je suis resté sur mon tapis pendant 6 jours. C'était une construction mentale, parce que j'utilise quand même un petit peu de mental. Donc, j'ai fait ce fameux record du monde qui est inscrit au Guinness, les 2 autres aussi, mais pas forcément au Guinness. J'ai fait 822 km, j'ai fait 45 plages de sommeil, de moins de 20 minutes, Martine et Eric, hein. 47, voilà. Et Eric a constaté quelque chose, c'est que je suis arrivé très très fatigué parce que l'événement était énorme, médiatiquement c'était énorme au niveau des sponsors, c'était un gros truc quoi. Je suis arrivé très très fatigué sur l'épreuve, je suis parti en dette de sommeil et en fait en courant et grâce au sommeil polyphasique, dès les premières 6 heures, en fait j'ai récupéré dans les 2 premiers jours. Et ce sont les 2 premiers jours où j'ai utilisé le plus de sommeil polyphasique. J'ai même continué à diminuer mes plages de sommeil polyphasique. Au total, pour vous donner un ordre d'idée, sur 6 jours, je dormais à peu près entre 10 heures et 11 heures. Voilà, pour les métriques. Je continue mes épreuves, donc j'ai un petit peu minimisé ma partie course à pied. Je suis actuellement sur vélo, sur piste, c'est ma passion. La petite reine m'a permis Très jeune, j'ai eu un accident qui m'a immobilisé 3 ans et demi entre hôpital et fauteuil béquille. On m'a dit, tu ne recourras pas. J'ai dit, on verra. Et voilà, donc je savais ce qu'était quand même le capital physique et de prendre soin de, malgré ce qu'on pourrait appeler l'extrême de cette épreuve, faire attention à sa santé. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Là, pour être lucide, il faut bien dormir. Voilà, donc. Merci à vous. Voilà. Aussi pour Monsieur Fraisse, en fait, la question, je voulais savoir, vous étiez très volontaire dans votre démarche. Vous avez autour de vous des entreprises, votre expérience a été médiatisée. Vous côtoyez d'autres chefs d'entreprise, j'imagine, dans les organismes professionnels ou autres. Est-ce que vous avez réussi à en convaincre et de partager votre expérience et si oui, combien en fait? Une seule. Non, mais c'est déjà pas mal, Une oui, seule, parce que c'est comme ça qu'on... Je redis ce que j'indiquais tout à l'heure.
il y a toujours cette réticence et ce risque d'image pour l'entreprise que certains ne veulent pas courir, et on peut les comprendre. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole à Didier Gourg pour terminer la journée, nous proposer un travail. La journée, la matinée, on ne sait plus ce qu'il faut dire. La journée, d'accord. Oui, alors en fait, on arrive vraiment sur la toute dernière ligne droite. On est dans les derniers instants de la clôture un petit peu de cette manifestation. Donc on s'est demandé comment on pouvait capitaliser un petit peu sur cette manifestation et prolonger un petit peu plus loin ce travail de sensibilisation, de prise de conscience qui était l'objectif de cette manifestation. Alors peut-être pour me situer un petit peu plus par rapport à l'école des mines, donc je suis enseignant-chercheur, donc responsable d'une équipe de recherche qui travaille entre autres sur le domaine de la gestion du risque. Et donc vous sentez bien qu'entre problématiques de privation de sommeil, problématiques de dette de sommeil, et puis risque induit dans des problématiques de prise de décision, de conduite en tout cas de process, on est de manière très très proche en tout cas. Donc c'est un peu dans cette lignée-là que l'on a réfléchi, en fait les trois promoteurs de cette manifestation, pour aller plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui, qui est déjà bien, mais qui nécessite certainement d'être prolongé, quoi. Bien sûr, mon parcours un petit peu plutôt orienté industriel, organisation d'entreprise, fait que naturellement, vous avez vu certaines de ces images déjà dans la matinée, on est sensibilisé par toutes ces catastrophes, ces grandes catastrophes médiatisées qui ont pu avoir lieu sur des périodes nocturnes en tout cas. Donc il y a des retours d'expérience qui ont été réalisés par des spécialistes du sujet qui ont décortiqué minute par minute ce qui s'était passé. Et souvent on s'aperçoit qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ces catastrophes-là. Le facteur nocturne, bien évidemment, donc on en a déjà parlé en maintes fois, à maintes reprises dans cette matinée. Il y a un facteur aussi qui est non négligeable, c'est la dimension humaine. Si on regarde certains chiffres, le Dr Mullins vous les a un petit peu présentés rapidement ce matin, donc d'une étude préventique menée en 2006. On voit qu'il y a quand même 23% de défaillances humaines qui sont à l'origine de catastrophes ou d'enchaînement de catastrophes. Quand on parle de grandes catastrophes, souvent on a une situation qui est dangereuse, qui est on va dire vulnérable, avec un domaine vulnérable. Et puis il y a souvent un phénomène de cascade, un effet domino, on appelle ça aussi, où il y a un événement particulier qui est apparu, et puis les gens, les opérateurs, les acteurs n'ont pas été à mesure de réagir en temps, réagir efficacement. L'idée un petit peu de toutes ces questions qui vous ont peut-être un peu surpris au cours de la matinée, ou qui ont généré quelques échanges, c'était un petit peu cela, de vous surprendre en tout cas dans les questions ou dans les événements qui peuvent survenir dans la manifestation, et d'être capable de mesurer si on a une capacité à mobiliser son intellectuel, ses capacités de réflexion, d'analyse, de comptage en l'occurrence, pour pouvoir livrer la bonne action quelque part. Donc on est bien dans ce dispositif-là où le sommeil a une influence non négligeable, enfin une privation, une diminution, un état de somnolence induit a des conséquences fortes, ou peut avoir des conséquences fortes sur la conduite de process complexes, bien évidemment, mais de process dangereux aussi derrière, en l'occurrence. Alors ce qu'on voit dans le domaine de l'ingénierie des risques ou la gestion du risque, dans les méthodes traditionnelles que l'on connaît, il y a bien sûr eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'études. Bien sûr, cette dimension humaine a été intégrée ces dernières années, notamment sur ces retours d'expérience de grandes catastrophes. On parle de catastrophes médiatisées là, mais il se passe tous les jours des incidents ou des erreurs qui n'ont pas les mêmes conséquences, bien sûr, mais dont il faut tenir compte. Donc dans ces méthodes-là, on a intégré ces dimensions humaines de plus en plus. On parle de barrières organisationnelles en particulier, de barrières sur l'aménagement du travail. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a encore pas de méthode, en tout cas pas d'approche, pas de dimension qui prennent en compte cet élément contextuel de privation, de dette de sommeil, d'état de somnolence ou de vigilance. Et notre idée, quelque part, c'est cette manifestation est une façon de faire prendre conscience de cette dimension-là pour tous les acteurs qui étaient aujourd'hui dans cette salle. Notre objectif, c'est d'aller plus loin, de sensibiliser encore plus de monde, aller un petit peu plus à la rencontre des acteurs, donc qu'ils soient médecins du travail, managers, cadres, chefs d'équipe, tout simplement. Et donc, on va
proposer un projet commun. Donc c'est un groupe de travail que l'on a constitué là avec les trois promoteurs que vous avez vus, donc le docteur Mulins, le docteur Delanoë que j'ai perdu de vue, et moi-même, pour essayer de développer un outil, une plateforme qui pourrait être utilisée assez simplement. On parle de Serious Game par exemple, permettant de sensibiliser et d'aller au contact des acteurs sur le terrain, dans l'entreprise, pour faire prendre conscience des risques engendrés de ce travail horaire atypique, donc mettre les gens en situation, non plus obligatoirement dans une salle comme aujourd'hui, dans un amphithéâtre 5-13 heures, mais dans le dispositif de l'entreprise, par exemple. C'est aussi un souci important pour nous en tant qu'enseignants au sein de l'école des mines, parce que, comme on le disait, ce sont de futurs cadres, futurs ingénieurs qui vont être en charge peut-être de conduire des process ou de conduire des équipes dans ces situations-là. Donc c'est important aussi d'avoir des dispositifs qui nous permettent de faire passer ce message-là, de le faire passer assez simplement. Donc la notion de Serious Game était intéressante par rapport à cela, quoi. De mettre en exergue les conséquences. Alors, mettre en exergue les conséquences, c'est toujours plus facile de manière ludique, au travers d'un jeu peut-être, avec une simulation plutôt que dans le réel, en l'occurrence. Donc c'est aussi cet objectif-là. Et puis peut-être essayer de faire sensibiliser les gens à l'intérêt de tel ou tel mode d'organisation. On en a vu qui ont été exprimés par les différents acteurs ce matin, avec des consignes, des bonnes pratiques un petit peu. L'idée, ça serait de regrouper dans cette plateforme-là, en fait, l'essentiel des bonnes pratiques, qui permettrait de considérer que l'organisation est peut-être la moins pire, la meilleure, je ne sais pas, c'est difficile, on sent que les débats sont complexes là-dessus, quoi. Et bien sûr, améliorer la réduction des risques. Donc le groupe de travail, je vous disais, est constitué. Donc on retrouve les trois personnes un petit peu folles qui sont lancées dans l'aventure de l'organisation de cette manifestation qui vous a fait lever très tôt ce matin, pour certains, et dormir peu. Mais ce n'est pas un cercle fermé. Donc on fait appel un petit peu ici aux gens qui sont sensibilisés, intéressés par le sujet, qui voudraient contribuer à cette aventure-là, d'une autre manière certainement. Donc on fait appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre. La démarche est assez simple, c'est prendre contact soit avec le docteur Mulins, soit le docteur Delanoë, soit moi-même. Je pense que vous retrouverez nos coordonnées sur le site web de la conférence et sur les différents échanges qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Voilà.